Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet super important, comment on gère un accident en milieu scolaire. Dans ces moments-là, savoir exactement quoi faire et qui est responsable de quoi, eh bien ça peut vraiment tout changer. Allez, on commence par une situation que tout le monde peut imaginer, un élève qui tombe dans la cour de récréation. La question a l'air simple, mais la bonne réaction, elle, déclenche toute une chaîne de procédures très précises. C'est de ça qu'on va parler. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de penser à la paperasse, il y a des gestes immédiats, des réflexes essentiels à avoir, et ça, que l'accident concerne un élève ou un membre du personnel. La toute première intervention doit toujours suivre 3 étapes logiques. D'abord, bien sûr, on évalue la situation et on donne les premiers soins. Ensuite, très vite, on doit déterminer si la blessure est légère ou si c'est plus grave. Et enfin, en fonction de ça, on alerte les bonnes personnes. C'est un protocole simple, mais il est absolument fondamental. Et c'est là que la procédure se sépare en deux. Pour un petit bobo, une blessure mineure, les premiers soins sont faits sur place, à l'école. Mais, attention, si l'accident est jugé grave, là tout s'accélère. On doit impérativement contacter les urgences et accompagner l'élève soit vers sa famille, soit directement à l'hôpital. Un point crucial à retenir, peu importe qui est le premier à intervenir, que ce soit un enseignant ou un surveillant, au final, la responsabilité administrative de tout l'incident, elle, repose sur une seule personne, le directeur ou la directrice de l'établissement. C'est lui ou elle qui va tout orchestrer du début jusqu'à la fin. Passons maintenant à l'étape suivante. Une fois que l'urgence est gérée, la partie administrative commence. Et là, c'est le moment d'être rigoureux et très précis, surtout quand c'est un élève qui est concerné. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 24. C'est le nombre d'heures maximum que l'établissement a pour informer la délégation provinciale de ce qui s'est passé. C'est un délai très court, ce qui montre bien l'importance et l'urgence de cette déclaration. Le rapport officiel, lui, doit être d'une précision chirurgicale. Il faut évidemment y détailler la cause, le lieu, l'heure, mais ce qui est fondamental, c'est aussi d'y joindre les témoignages des personnes présentes et la déclaration de l'élève blessé. On ajoute même un petit croquis pour que tout le monde puisse bien visualiser la scène. Et ce rapport, ce n'est pas juste un bout de papier. Il est fait en 4 exemplaires et chaque copie a sa destination. Il y en a 2 qui partent au ministère, une pour la solidarité universitaire marocaine, et la dernière, elle est précieusement gardée dans les archives de l'école. Ok, on a vu le cas pour un élève. Maintenant, changeons de perspective. Que se passe-t-il si ce n'est pas un élève, mais un membre du personnel qui est victime d'un accident à l'école? Là, vous allez voir, les procédures et les enjeux sont un peu différents. La définition est très claire. On parle d'accident du travail pour tout accident qui arrive à un fonctionnaire, que ce soit pendant son travail ou simplement à l'occasion de son travail. C'est cette définition très précise qui va déclencher tout le mécanisme administratif et légal qui suit. Vous vous souvenez du chiffre pour un élève? C'était 24. Eh bien, ici, ça change. Le chef d'établissement a 48 heures pour notifier la délégation. C'est le double du temps, c'est vrai, mais ça reste un délai qu'il faut impérativement respecter. Le dossier pour un accident du travail, il est assez complet. Il faut bien sûr le formulaire de déclaration, mais aussi l'original de tous les certificats médicaux, du premier constat jusqu'à la guérison complète, sans oublier le rapport officiel de l'établissement. Alors, quels sont les droits de l'employé dans ce cas? D'abord, et c'est essentiel, il conserve l'intégralité de son salaire pendant son absence. Ensuite, tous ses frais médicaux sont remboursés. Et enfin, si malheureusement il y a une incapacité permanente d'au moins 25%, une pension peut être versée. Bon, maintenant, prenons un peu de hauteur pour regarder le cadre légal plus large. Qui est responsable de quoi, au final, et l'assurance, quel est son rôle dans tout ça? Cette phrase, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Qu'est-ce qu'elle veut dire en clair? Simplement que, par principe, c'est l'administration qui est garante de la sécurité des élèves. C'est sa responsabilité. Alors, comment ça se répartit concrètement? En fait, c'est un système à plusieurs niveaux. L'État, lui, prend en charge les dommages, c'est prévu par un décret qui date de 1942. L'enseignant, de son côté, porte la responsabilité administrative de la surveillance. Et l'assurance scolaire, elle, vient en plus comme une couverture supplémentaire. Et attention, ça c'est un point absolument crucial. Si une faute de surveillance ou une négligence est prouvée, l'État, même après avoir indemnisé la victime, a le droit de se retourner contre le membre du personnel jugé responsable pour lui demander de rembourser les sommes. La responsabilité personnelle est donc bien réelle. Alors, que faut-il retenir de tout ça? S'il y a une seule idée à garder en tête, c'est que la préparation, le fait de connaître ces protocoles, c'est vraiment la clé pour bien réagir le jour J. En fait, tout pourrait se résumer en 3 verbes d'action. Agir, pour gérer l'urgence avec calme et efficacité.
documenter pour créer un dossier précis, factuel, inattaquable. Et enfin, suivre pour s'assurer que chaque étape de la procédure est bien respectée jusqu'au bout. Et on va terminer avec cette question qui invite à la réflexion. Au vu de la complexité et de la rigueur de toutes ces procédures, est-ce que les établissements scolaires sont aujourd'hui suffisamment préparés pour faire face à n'importe quelle situation d'urgence? C'est une interrogation qui est fondamentale pour la sécurité de tous. Bienvenue dans notre exploration approfondie aujourd'hui. Il y a, comment dire, des scènes de la vie quotidienne qui sont si universelles qu'elles semblent presque inévitables. Elles sont comme inscrites dans l'ordre naturel des choses. Absolument. Fermons les yeux un instant et imaginons une cour de récréation typique. La cloche vient de sonner, et c'est l'effervescence totale. Des dizaines, voire des centaines d'enfants courent dans tous les sens, jouent au ballon, s'inventent des mondes. Le chaos organisé habituel, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, soudain, c'est la chute. Le bruit des graviers, un cri, quelques larmes. Un genou écorché, une cheville foulée, ou parfois, malheureusement, quelque chose d'un peu plus grave. La réaction immédiate à cet instant précis est purement humaine et instinctive. Un adulte s'approche, console l'enfant, prodigue les premiers soins et appelle les secours si l'urgence l'exige. Ça, disons que c'est la surface visible de l'iceberg. Tout à fait. Et c'est ce qu'on attend tous. Mais ce qui se passe juste derrière ce geste humain, à la seconde même où le genou touche le sol, est tout simplement ahurissant. Une machinerie invisible d'une complexité absolue, froide et ultra détaillée se met instantanément en marche. C'est le mot. Une machinerie. Et c'est exactement ce monde caché, ce labyrinthe de procédures que notre discussion va mettre en lumière aujourd'hui. Car il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de gérer un simple événement malheureux ou d'appliquer un pansement. Non, c'est bien plus vaste. Il s'agit vraiment d'observer comment des institutions entières, massives et structurées gèrent la vulnérabilité humaine au quotidien. Pour ce faire, elles déploient d'immenses filets de sécurité bureaucratique. C'est un mélange fascinant, parfois vertigineux même, de responsabilité morale envers les familles, de protection légale de l'institution et surtout d'une paperasse d'une minutie que peu de gens en dehors du système peuvent véritablement imaginer. C'est clair. Chaque étape, chaque délai, chaque formulaire imprimé en plusieurs exemplaires a une raison d'être très spécifique. Souvent forgé par des décennies de jurisprudence, de cas d'école et de nécessités purement administratives. C'est toute l'ambition de notre analyse d'aujourd'hui pour notre public, naviguer pas à pas dans ce labyrinthe procédural. Nous allons partir de ce simple genou écorché sur le bitume de la cour d'école et remonter méticuleusement toute la chaîne, maillon par maillon, jusqu'aux réclamations d'assurance les plus vastes et complexes. Un beau programme. L'objectif est de découvrir ce qui se trame vraiment en coulisses, loin des regards des élèves et de leurs parents, dans les bureaux des directeurs et les couloirs des administrations. Bon, décortiquons cela. Commençons par le commencement, le scénario de Daz que nous venons d'évoquer. L'élève tombe et se blesse. Oui. Évidemment, la toute première étape coule de source. La santé prime, on s'occupe de l'enfant, on l'emmène à l'hôpital si nécessaire. Mais administrativement parlant, une horloge invisible et particulièrement pressante commence immédiatement à faire tic-tac. Le compte à rebours est lancé, ouais. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est la précision extrême et l'urgence absolue qui sont exigées par le système dès la première minute. Le temps presse. Et l'indulgence administrative n'a tout simplement pas sa place. Le directeur de l'établissement scolaire se retrouve soudainement avec une obligation formelle, stricte et non négociable. Laquelle ? Il doit impérativement prévenir la délégation provinciale. Et attention, il ne s'agit pas de le faire quand le calme sera revenu ou à la fin de la semaine. L'information officielle doit être transmise le jour même de l'accident ou au grand maximum dans un délai de 24 heures chrono. 24 heures ? Pas une de plus. Quand on y pense concrètement, ça laisse à peine le temps de gérer l'urgence médicale, de rassurer les parents paniqués qui débarquent à l'école et de calmer le reste de la classe. C'est extrêmement court. Non, cette notification implique la création de ce qu'on appelle le rapport d'accident. Le fameux rapport. Et quand on examine en détail ce qui est exigé dans ce document, on a sincèrement l'impression de lire les directives d'un véritable dossier d'enquêteur de la police judiciaire sur une scène de crime. Ce n'est absolument pas un simple formulaire administratif où l'on coche des cases. Non, c'est une véritable investigation sur le terrain qui est demandée au personnel éducatif. Ce rapport écrit doit impérativement inclure des éléments d'une précision redoutable. Comme quoi, par exemple ?
Il faut déterminer et consigner les causes exactes de l'incident. Il faut noter l'heure de l'accident à la minute près. Il faut décrire le lieu spécifique avec une exactitude topographique. Plus encore, il faut recueillir et retranscrire les déclarations officielles des autres élèves qui ont été témoins directs de la scène. Waouh! Ça implique que le directeur ou l'enseignant doit s'asseoir avec des enfants peut-être encore choqués par ce qu'ils ont vu pour les interroger formellement. Exactement. Bien entendu, à tout cela, un certificat médical détaillé, établi par un professionnel de santé, doit obligatoirement être joint au dossier. Mais il y a un détail spécifique dans cette procédure qui est particulièrement frappant. Oh oui, le croquis. Ah, tu l'as vu aussi. C'est probablement le détail le plus surprenant et honnêtement le plus fastidieux quand on imagine le contexte de l'urgence. Le rapport exige formellement de dessiner un plan ou un croquis détaillé du lieu exact de l'accident. C'est ça, à la main. Il faut donc s'imaginer la scène. Un directeur d'école, potentiellement encore secoué par l'arrivée de l'ambulance pour l'élève blessé, qui doit s'installer à son bureau, prendre une règle, un crayon, et se mettre à dessiner la géométrie de la cour de récréation. Un vrai travail de géomètre. Il doit indiquer précisément où se trouvait le banc en pierre, à quelle distance se tenait l'élève, d'où venait le ballon qui a causé la bousculade, où était positionné le surveillant. C'est d'une exigence chirurgicale presque surréaliste dans un moment de crise. Et ce chef-d'œuvre de bureaucratie dessiné à la main ne reste évidemment pas sagement rangé dans un tiroir du bureau de la direction. Il doit être méticuleusement reproduit. En 4 exemplaires, très exactement. 4, oui. Et le destin de chacun de ces exemplaires est minutieusement tracé par la réglementation. 2 de ces copies dûment complétées doivent être envoyées directement et sans délai au ministère. Plus spécifiquement, au département de la législation et des affaires générales. Donc ça monte tout de suite au sommet. Cela montre bien que l'on passe immédiatement d'un incident local à une affaire juridique d'État. Une 3e copie est destinée à l'association de soutien, qui joue un rôle crucial de soutien et d'accompagnement. Enfin, la 4e et dernière copie est conservée par la direction de l'établissement scolaire pour ses propres archives, en cas de litige futur. Rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. C'est une logistique de crise impressionnante pour de simples éducateurs. Et tout cela doit être bouclé dans les premières 24 heures. Mais avançons un peu dans le temps. Une fois que ce dossier titanesque est constitué, que le croquis est fait et que les 4 copies sont envoyées, on bascule dans un tout autre domaine. Le domaine financier et légal, ouais. On quitte définitivement l'odeur de la craie et de la cour d'école pour entrer dans les couloirs austères de la justice, de l'assurance et des responsabilités financières. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il est crucial de comprendre la philosophie même qui sous-tend la responsabilité institutionnelle dans ce système. Historiquement, tout cet échafaudage réglementaire est fondé sur un texte de loi fondateur, le Daïr du 26 octobre 1942. D'accord. En vertu de ce texte précis, le principe de base est clair. C'est l'État qui prend en charge les frais liés aux dommages subis par l'élève. L'institution reconnaît fondamentalement que, puisque l'enfant est mineur et qu'il est placé sous sa garde obligatoire pendant les heures de classe, elle assume de facto les conséquences financières de ses blessures. Donc, en première intention, l'État paie. L'État paie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette apparente générosité étatique, ce rôle de parent protecteur qui paie la facture de l'hôpital, possède un revers de médaille assez redoutable pour le personnel sur le terrain. Et comment ? L'État paie, oui, c'est une certitude juridique. Mais l'État n'est pas une entité qui aime perdre de l'argent s'il estime ne pas être le véritable fautif. Jamais. La excellente mémoire, des juristes redoutables et le bras très long. Une fois la facture réglée, l'État peut tout à fait se retourner contre l'enseignant. C'est la procédure de recouvrement ? Si, lors de l'examen minutieux du fameux rapport d'accident et du croquis détaillé, une négligence dans la surveillance est prouvée, par exemple, si le croquis montre que le surveillant était trop éloigné de la zone de jeu ou s'il discutait ailleurs, l'enseignant concerné peut être judiciairement contraint de rembourser à l'État l'intégralité des sommes versées pour les soins de l'élève. Jusqu'au dernier centime. Et cela sans même parler des lourdes sanctions disciplinaires internes qui peuvent accompagner cette procédure. La charge mentale qui pèse soudainement sur les épaules du personnel éducatif est colossale. La procédure judiciaire standard, quand les choses s'enveniment et qu'une famille décide de porter plainte ou que l'État cherche des responsables, est d'ailleurs très révélatrice de cette volonté de ratisser large. C'est-à-dire un... La justice ne cherche pas un seul et unique bouc émissaire. Généralement, les poursuites légales impliquent simultanément le directeur de l'établissement, en tant que premier responsable, le surveillant qui était spécifiquement en poste dans la zone et le professeur qui était présent ou responsable de la classe lors de l'accident. Les 3 en même temps ? Les 3.
C'est littéralement tout le maillage hiérarchique et opérationnel de l'école qui est appelé à se justifier à la barre d'un tribunal. Et c'est là qu'on découvre une autre règle temporelle hallucinante. Quand une convocation officielle au tribunal atterrit brutalement sur le bureau d'un enseignant ou d'un directeur, une nouvelle course contre la montre légale s'enclenche instantanément. Exact. Le membre du personnel mis en cause ne peut pas rester seul face à la machine judiciaire. Il doit immédiatement envoyer cette convocation à l'association de protection du personnel pour obtenir un soutien juridique. Et le système administratif, anticipant les lenteurs du courrier classique, prévoit des procédures d'urgence extrêmes pour garantir la transmission de cette convocation. Il faut un avocat et vite. Pour s'assurer qu'un avocat de la défense soit désigné à temps avant l'audience, la réglementation stipule que, en cas d'urgence, l'utilisation du téléphone, du fax ou même, accroche-toi bien, du télégramme est formellement requise. Le télégramme. Création du 19e siècle pour garantir la protection légale d'un professeur. C'est fou quand on y pense. Imagine un peu la scène. Un professeur d'histoire-géographie, paniqué par une assignation en justice, qui court à la poste la plus proche pour dicter un télégramme d'urgence à son association. Cela prête évidemment à sourire aujourd'hui, mais cela montre à quel point ces procédures bureaucratiques sont profondément ancrées dans une volonté absolue, presque dogmatique, de réactivité légale, même si les moyens de communication mentionnés dans les textes peuvent paraître figés dans une autre époque. L'idée centrale, indéboulonnable, est qu'aucun délai de transmission ne doit priver l'agent de l'État de sa défense légale. La forme importe peu. Seule la preuve de l'urgence de la transmission compte. Toute cette pression sur les professeurs quand un élève se blesse me fait penser à une autre vulnérabilité tout aussi critique. Laquelle? Depuis le début de notre analyse, nous nous focalisons sur les enfants. Mais que se passe-t-il quand l'éducateur lui-même devient la victime? Ah oui, les accidents de service. Une glissade tragique dans les escaliers de l'école un jour de pluie, un accident de manipulation dans un laboratoire pour un professeur de chimie, ou même une blessure lors d'une activité sportive. On entre alors dans ce monde très spécifique, et là aussi j'imagine que la bureaucratie ne prend pas de vacances. Oh que non. En fait, le principe de base semble rassurant. Sur le papier, l'agent blessé bénéficie du maintien de l'intégralité de son salaire pendant sa convalescence, et il a droit au remboursement total de ses frais médicaux. Sur le papier, oui. Mais la réalité du terrain est beaucoup plus nuancée. Pour obtenir ce remboursement, l'éducateur doit fournir des factures d'une clarté absolue, extrêmement détaillées, et qui doivent toutes, sans exception, être dûment estampillées de manière officielle. Le fameux tampon. Le moindre défaut de conformité, un coup de tampon un peu trop clair sur un reçu de pharmacie, et le remboursement peut être bloqué net. Et la pression temporelle s'applique aussi. Cette fois, le directeur de l'école n'a plus 24 heures, mais 48 heures pour agir et déclencher la procédure après l'accident de son collègue. Exactement. Et le maintien du salaire et le remboursement des frais sont en réalité le prix d'une exigence documentaire effarante. C'est une véritable montagne de bureaucratie, souvent perçue comme insurmontable par quelqu'un qui est potentiellement cloué sur un lit d'hôpital. Pour que le dossier soit accepté, la liste des documents à rassembler est colossale. Vas-y, énumérons cette liste pour que notre public se rende compte du fardeau. Tout commence par le formulaire de déclaration initiale de l'accident de service, rempli dans les 48 heures. Ok, classique. Ensuite, il faut fournir l'original du certificat médical descriptif des blessures. À cela, il faut systématiquement ajouter tous les certificats médicaux des prolongations de congés éventuelles. Ça fait déjà beaucoup de papier. Et ce n'est que le début. S'il y a eu la moindre intervention des forces de l'ordre sur les lieux de l'accident, il est obligatoire de joindre le procès-verbal de la police ou de la gendarmerie. D'accord. Et attention, pas une simple photocopie. Ce procès-verbal doit être impérativement et formellement certifié par la police judiciaire. Par la police judiciaire. Oui, ce qui en soi est déjà une démarche complexe à obtenir. Et nous sommes très loin d'avoir terminé la liste. Ce n'est que le dossier initial. À la toute fin de la période de convalescence, l'agent doit fournir le certificat de guérison. Mais pas un simple papier disant « il m'a mieux ». Non, ce certificat de guérison doit obligatoirement mentionner un chiffre crucial, le pourcentage exact d'invalidité résiduelle causée par l'accident. Ensuite, il faut y joindre le certificat officiel de reprise du travail. Tout à fait. Et si l'on aborde le cas le plus tragique, celui d'un accident mortel en service, le dossier exige le certificat médical établissant formellement et sans ambiguïté le lien de causalité directe entre le décès de l'agent et l'accident de service. Le tout accompagné, bien sûr, de l'acte de décès officiel. C'est d'une froideur administrative absolue.
Et à tous ces documents médicaux et policiers, il faut obligatoirement superposer toute une strate de documents purement administratifs internes. Toujours plus? Le directeur de l'établissement doit constituer et joindre 3 copies d'un document appelé « rapport présidentiel spécifique ». Son but est de prouver de manière indéniable le lien direct entre l'activité professionnelle que l'agent exerçait au moment des faits et l'accident lui-même. 3 copies encore. Et il faut également plonger dans les archives personnelles de l'agent. Il faut fournir son emploi du temps officiel signé ou son ordre de mission s'il était en déplacement. Il faut aussi retrouver et photocopier sa toute dernière décision de promotion, ainsi que la copie de sa décision de titularisation dans la fonction publique. Et pour couronner le tout, une copie de sa carte d'identité nationale sur laquelle doit figurer très exactement son adresse actuelle. C'est tout bonnement étourdissant. Imaginons une personne avec une jambe dans le plâtre, souffrant de douleur, ou pire, sa famille en deuil, qui doit subitement se transformer en archiviste professionnel chevronné pour constituer ce dossier millimétré. C'est le parcours du combattant. Et pourquoi tout cet effort colossal ? Pour une règle mathématique implacable que le système a mise en place. C'est le fameux seuil des 25%. Ah oui, le couperet des 25%. Toute cette montagne de paperasse, ces certifications par la police judiciaire, ces 3 copies de rapports, tout cela converge vers l'évaluation finale d'un médecin expert. Le système stipule clairement que ce n'est qu'à partir du moment où le certificat médical de guérison indique une invalidité résiduelle de 25% ou plus, qu'une pension d'invalidité, qu'elle soit temporaire ou permanente, est effectivement accordée à l'agent. Cela soulève une question importante sur la rigidité du système face à la souffrance physique, car la frontière est purement mathématique et elle ne souffre d'aucune interprétation émotionnelle. Absolument, car si l'on suit cette logique, que se passe-t-il si l'expert médical évalue l'invalidité d'un professeur, disons à 24%? Bonne question. Le professeur garde des séquelles à vie, une douleur chronique, une mobilité réduite, mais le chiffre est de 24%. Dans ce cas précis, c'est la fin du chemin. Le dossier, malgré ses dizaines de pièces justificatives et les heures passées à le constituer, ne déclenche absolument aucune pension d'invalidité. 0. Rien. Il est simplement clôturé, tamponné et pieusement gardé aux archives de la délégation au cas où il y aurait une aggravation future. C'est dur. Et le parcours physique de ce dossier de réclamation est une épopée en soi. Il ne reste pas dans un seul bureau, loin de là. Il voyage. Il part de l'école locale, atterrit sur les bureaux de la délégation provinciale. De là, il est transféré à la commission médicale provinciale, une entité très spécifique, régie par la circulaire numéro 6 du 6 mars 1998, qui doit l'étudier et le valider médicalement. Ça fait déjà 3 arrêts. Et c'est pas fini. Ensuite, le dossier grimpe encore les échelons pour atteindre le conseil de santé du ministère au niveau central. Et l'ultime étape, l'apogée bureaucratique qui tranche définitivement, c'est la commission d'exonération de la Caisse marocaine des retraites. C'est là que tout se joue. Ce sont ces membres tout au bout de la chaîne qui décident de manière irrévocable s'il s'agit bien d'un accident de travail qualifié. Et l'enjeu de cette décision finale est énorme pour l'agent. C'est elle qui détermine, de manière totalement rétroactive, si les longs mois de congé maladie du professeur doivent être payés à plein traitement ou s'ils sont brutalement reclassés en congé maladie ordinaire, avec la perte financière massive que cela implique. C'est une série de filtres conçus pour évaluer la légitimité absolue de chaque demande face aux deniers de l'État. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on décide de sortir du cadre spatial rassurant, familier et contrôlé de l'établissement scolaire ? Tu veux dire les sorties. Oui, car la mission de l'école ne s'arrête pas aux grilles de la cour de récréation. Il y a la découverte du monde extérieur, les excursions, les visites de musées, les grands voyages scolaires. Que se passe-t-il du point de vue de la responsabilité quand c'est une classe entière, voire une école entière qui prend la route ? Là encore, la réglementation se fait sentir, n'est-ce pas ? Oh oui, en étudiant les textes, on se rend compte que l'organisation d'une sortie scolaire dépend d'une règle géographique très stricte, dictée par la note ministérielle numéro 42, datée du 11 juin 1999. Le principe fondamental repose entièrement sur les frontières administratives. Concrètement, si le voyage scolaire est organisé et se déroule intégralement à l'intérieur des limites de la province, de l'établissement, c'est l'école elle-même et donc son directeur qui emporte l'entière responsabilité administrative et légale. Mais la dynamique bascule du tout au tout dès lors que le bus scolaire franchit cette ligne imaginaire.
Dès que la frontière de la province est franchie pour aller par exemple visiter un site historique dans la région voisine, la responsabilité est automatiquement transférée au niveau supérieur. À la délégation. C'est la délégation provinciale qui devient officiellement l'entité responsable du voyage. Et cette bascule a des conséquences très lourdes. C'est alors cette délégation qui a l'obligation légale stricte de fournir et de garantir l'assurance de bout en bout, pour l'ensemble du voyage couvrant tous les participants hors de leur territoire d'origine. On imagine aisément que face à de tels transferts de responsabilités, les règles imposées aux enseignants organisateurs deviennent complètement draconiennes. L'improvisation est purement interdite. Absolument. Évidemment, l'obtention préalable de l'autorisation écrite et signée des parents pour chaque enfant est une obligation absolue, sans laquelle l'élève reste à quai. Mais ce qui est fascinant, c'est l'obligation du respect strict et inébranlable de l'itinéraire déposé et des horaires annoncés avant le départ. Aucun écart n'est toléré? Si l'enseignant repère un beau paysage ou un petit monument intéressant, sur la route qui n'était pas prévue sur le plan de route officiel, il lui est interdit de faire un arrêt spontané. S'arrêter pour acheter une glace sur le bas-côté. Impossible. Sous peine de nullité de l'assurance. Tout écart à l'itinéraire annule potentiellement les couvertures. De plus, la bureaucratie ajoute une couche supplémentaire selon l'âge. Pour toute activité extrascolaire qui implique spécifiquement des lycéens, il y a une obligation absolue d'informer directement le ministère central de cette initiative. Mais le plus impressionnant reste la réglementation liée au transport en lui-même. C'est là que le système montre son visage le plus autoritaire pour garantir la sécurité. C'est clair. La hiérarchie des transports est claire. Le système a une préférence fortement marquée et recommande vivement l'utilisation du voyage en train pour les déplacements des élèves. C'est jugé statistiquement beaucoup plus sûr. En revanche, lorsqu'il s'agit du transport routier, la règle tombe comme un coup près, sans appel. Laquelle? Il est strictement et formellement interdit d'organiser des voyages scolaires de nuit en utilisant des voitures ou des bus. Aucune exception n'est tolérée pour rouler la nuit, même si cela permet d'économiser une nuit d'hôtel ou d'arriver plus tôt pour profiter de la journée. La nuit tombe, le bus doit s'arrêter et les élèves doivent dormir. C'est une règle de fer. Et d'ailleurs, le niveau de précaution sécuritaire exigé pour ces voyages va bien au-delà du simple choix du véhicule ou de l'heure de conduite. Il y a une implication directe des forces de l'ordre. Les textes stipulent que les autorités de sécurité provinciales compétentes doivent obligatoirement être sollicitées par l'administration avant le départ. Et pour faire quoi? Leur rôle, c'est de sécuriser spécifiquement les itinéraires routiers qui seront empruntés par les bus scolaires transportant les élèves. On parle littéralement de mobiliser la police ou la gendarmerie pour garantir une sorte de corridor sécurisé pour les enfants de l'État. C'est ahurissant de voir à quel point tout l'espace public est quadrillé et pensé en termes de gestion des risques. Et justement, avec toutes ces responsabilités qui s'entrecroisent et s'accumulent sur les épaules de l'État, des enseignants, des directeurs et des délégations, il fallait concevoir un filet de sécurité financier capable d'encaisser les chocs. Oui, comment payer tout ça? Comment l'institution s'assure-t-elle de ne pas faire faillite en cas de catastrophe majeure? C'est ici qu'intervient ce qu'on pourrait appeler le grand bouclier institutionnel. Il existe un accord de très grande envergure, un contrat parapluie qui chapeaute l'intégralité de ce système vertigineux. Qui sont les signataires? Il s'agit d'une convention multipartite colossale, signée et négociée entre le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et un partenaire privé absolument essentiel à cette architecture, la compagnie d'assurance nord-africaine et intercontinentale. D'accord. C'est ce méga contrat d'assurance qui a pour mission d'absorber les ondes de choc financières de la grande majorité des accidents scolaires et sportifs. C'est un contrat tentaculaire. Quand on se penche sur la liste des bénéficiaires, on se rend compte de l'ampleur de la couverture. Ceux qui sont protégés par ce bouclier géant incluent bien sûr la très grande majorité des élèves des établissements publics. Avec une exception, non? Oui, il y a une petite ligne en bas de page, une exception notable, les élèves inscrits dans l'éducation dite non formelle en sont exclus. Intéressant. Mais au-delà de la masse des élèves, la protection de cette assurance s'étend bien plus loin. Elle couvre les athlètes fédérés, les athlètes scolaires lors des compétitions, les professeurs d'éducation physique dans l'exercice de leurs fonctions, les arbitres sur le terrain et même les entraîneurs et les dirigeants de clubs lorsqu'ils opèrent pendant des matchs officiels. La couverture ne s'applique pas uniquement à ce qui se passe entre les 4 murs de l'école. Non, elle va au-delà. Elle est active pour toutes les sorties officiellement organisées, que l'initiative vienne de l'école elle-même, de l'association des parents d'élèves, d'associations d'anciens élèves ou du personnel éducatif. Tout à fait. Et il existe au cœur de cette assurance un concept particulièrement précis en termes de couverture spatio-temporelle que le jargon nomme la garantie trajet. Oui, la garantie trajet ultime.
Pour que notre public comprenne bien à quel point c'est chirurgical, cette assurance couvre très exactement l'aller et le retour physique entre la porte du domicile de la victime et la porte de l'école. Au mètre près. Concrètement, cela signifie que si un élève trébuche sur le trottoir à 1 mètre de chez lui en allant à l'école le matin, sur son chemin habituel, la machine s'enclenche, il est couvert. En revanche, si, à la sortie des classes, ce même élève décide de faire un grand détour imprévu par la boulangerie du quartier voisin pour s'acheter un pain au chocolat et qu'il se blesse à ce moment-là, il est sorti de son trajet officiel. Ah bah là, c'est fini. La couverture d'assurance pourrait alors être sérieusement remise en question, car il a rompu le contrat géographique invisible qui le liait à l'école. Mais malgré cette couverture d'assurance très large par cette compagnie privée, il y a une nuance légale fascinante qui demeure. C'est le point d'ancrage final de tout le droit administratif dans ce domaine. Bien que cette fameuse compagnie d'assurance nord-africaine et intercontinentale paie la facture, prenne en charge la majeure partie des frais médicaux lourds, des chirurgies et des soins de rééducation, cela n'efface jamais, au grand jamais, la responsabilité ultime de l'État. L'État reste le patron. L'assurance est un outil de gestion financière, pas un transfert total de culpabilité. Cette garantie souveraine est profondément ancrée dans les textes de loi les plus anciens. La référence absolue reste ce fameux Daïr du 26 octobre 1924. Ah oui, le texte de 1924. Ce texte rappelle solennellement que, par-delà tous les contrats privés d'assurance qui peuvent être signés avec des compagnies, l'État reste fondamentalement et juridiquement le garant final et absolu de la sécurité des élèves que les citoyens lui confient. Si l'assurance fait défaut, l'État devra répondre présent. Quelle architecture monumentale! C'est une construction presque vertigineuse que nous venons de survoler ensemble aujourd'hui. Pour faire une synthèse de notre longue analyse, nous sommes partis d'un événement minuscule, banal, quotidien, une chute dans la cour pour découvrir un univers caché d'une rigidité implacable. Et d'une précision folle. Nous avons vu des directeurs transformés en enquêteurs, dessinant des croquis à main levée en plein chaos. Nous avons parlé de ces fameux dossiers envoyés en 4 exemplaires qui finissent par atterrir des mois plus tard sur les bureaux solennels des commissions de la Caisse des retraites. Tout ce cheminement, oui. Nous avons vu l'exigence des délais incompressibles de 24 ou 48 heures respectés à la lettre, sous peine de sanction. Nous avons été frappés par ces professeurs qui doivent utiliser des télégrammes en urgence pour ne pas se retrouver seuls face à la justice. Et bien sûr, cette interdiction absolue et non négociable de faire voyager des enfants en bus la nuit. C'est le mot d'ordre. C'est une immense horlogerie administrative où absolument chaque rouage, chaque formulaire tamponné, chaque pourcentage calculé et chaque date de circulaire d'application a un impact direct, mesurable et parfois dramatique sur la vie, la carrière et la santé des individus qui composent le système éducatif. Et pour clore notre discussion, il y a vraiment de quoi prolonger la réflexion bien au-delà de la simple énumération de ces règles. En observant à la loupe cette véritable montagne de procédures obligatoires, ce balai ininterrompu de délais ultra courts, ces formulaires administratifs exigés en multiples exemplaires, et ce recours quasi systématique à la notion de faute, une perspective plus philosophique voire sociologique émerge inévitablement. Laquelle ? Chacun de ceux qui nous écoutent peut légitimement se poser cette question fondamentale. En fin de compte, toute cette machinerie titanesque, ce labyrinthe de textes, a-t-elle été conçue et affinée au fil des décennies, principalement dans le but noble de soigner, de protéger et d'accompagner l'individu blessé avec toute l'empathie et la compassion nécessaires ? Ou bien, À l'inverse, ce système a-t-il été forgé, durci par la jurisprudence, avant tout comme une armure impénétrable, conçue pour protéger juridiquement, financièrement et administrativement l'institution elle-même contre toute accusation extérieure et toute faille systémique. C'est une réflexion fascinante sur la nature même de la bureaucratie moderne qui excelle, pour le meilleur ou pour le pire, dans l'art complexe de transformer la vulnérabilité et l'empathie humaine en de stricts processus légaux et mathématiques. une excellente et troublante matière à réflexion pour clore cette analyse. Le conflit permanent entre la protection bienveillante de l'humain et la protection impitoyable de la structure administrative est d'une complexité absolument fascinante. Un grand merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour décortiquer ensemble ces rouages invisibles, exigeants mais essentiels, qui régissent silencieusement le fonctionnement de nos grandes institutions. À la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur des systèmes qui façonnent notre monde au quotidien.